Lundi 11 décembre 2021, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, et selon d'où vous nous suivez sur la planète, c'est le monde en 7. On va revenir sur les principaux sujets qui ont retenu notre attention dans l'actualité de cette semaine. Nous allons parler du Bénin, le Bénin qui fait véritablement l'actualité, évoquer les condamnations de Joël Aïvo et Rekiat Madougou, lourdement condamnés tous deux. On parlera aussi du Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a sauté le fusible Premier ministre. Au Mali, 10 casques bleus togolais ont péri dans un attentat. Et puis le Togo, on va s'interroger sur l'héritage politique de l'ancien Premier ministre Apollinaire Yaovi Madji Agboibo. Et pour en parler autour du plateau ce midi, il y a Kofi Kanitom, acteur de la société civile. Bonsoir Kofi Kanitom. Bonsoir cher ami, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Et merci d'être avec nous pour le débat. Francisco Napokura également est là, directeur de publication de Tampa Express. Bonsoir Francisco. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir mon cher Kofi Kanitom et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la New World TV. Merci beaucoup et comme je le dis à ceux qui nous suivent, vous pouvez aussi faire le débat avec nous, nous sommes en direct. Vous envoyez juste vos commentaires au 90 00 94 74 et sur WhatsApp et nous ferons le plaisir de le lire. Veuillez juste ne pas abréger pour nous faciliter la lecture. Le Bénin, c'est notre premier sujet. Au Bénin, les opposants Joël Aïvo et Rekiat Madougou ont été lourdement condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET. Joël Aïvo en premier, condamné à 10 ans de prison, reconnu coupable de complicité d'attentat contre la sûreté de l'État. Voilà, j'y suis arrivé. Rekiat Madougou, c'était très tôt ce matin. Elle a été condamnée à 20 ans d'emprisonnement. On va, dans un élément, suivre d'abord la réaction des Béninois. Ça, c'était à la condamnation du professeur Joël Aïvo il y a quelques jours. C'est une parole de justice. Et ce verdict est dénué de tout bon sens qui caractérise le droit. Puisque c'est connu de tous que ceux dont ils sont accusés n'est pas, toutes ces accusations, tous ces éléments ne sont pas fondés. Donc ce qui s'est passé hier prouve à suffisance qu'on n'a pas eu une justice crédible au Bénin. On dit que c'est un politique. Joël Aïvo, il fait quoi? Il fait la politique. S'il fait la politique va le faire. Donc moi ce que je comprends, quand tu fais la politique va te faire. Il faut suivre la politique. D'accord? Il ne faut pas la politique, m'as-tu vu? Non. Quand on veut faire la politique, on le fait. Et il faut attendre à ce que la politique le fasse aussi. Au moins donc deux réactions qu'on vient de suivre à la condamnation du professeur Joël Aïvo. Francisco Napokura, vous suivez de près l'actualité donc au Bénin. D'abord une réaction à ce qui se passe dans ce pays ces derniers jours. Non, ben, ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est la suite logique de ce que nous avions débattu ici il y a je crois, 6 mois ou 8 mois comme ça environ, où il s'est fait que Madame Rekiat Madougou, Joël Aïvo et plusieurs autres personnes ont été arrêtées, mis en prison et pour des faits, des chefs d'accusation allant d'atteinte à la sûreté de l'État jusqu'à, disons, complicité de malfaiteurs et puis même blanchiment d'argent. Voilà. Donc, à l'époque, quand on en parlait, il s'est révélé que même Madame Rekiat Madougou, à un moment donné, avait reconnu avoir remis, par exemple, une certaine somme de 15 millions de francs CFA à un monsieur pour pouvoir organiser une mobilisation. Ce que, comment vous l'appelez, aujourd'hui la CRIET prend comme un élément de preuve. Et lorsque vous voyez la condamnation par rapport à la loi, où on leur demande, on les amende à payer 45 millions de francs CFA, les 45 millions de francs CFA ne sont pas tombés comme ça du ciel. Il s'agit de l'acte uniforme de l'UMOA qui a prévu ces genres de condamnation lorsque l'argent est destiné au blanchiment d'argent ou à des trucs comme ça, où ça doit faire, je crois, 5 fois
le montant mis en cause. Donc, en fait, les 45 millions évoqués aujourd'hui, ça veut dire que si à l'époque, elle avait dit qu'elle avait donné 20 millions, elle avait donné 30 millions, on aurait multiplié par 5 pour la condamnation. Maintenant, lorsque nous voyons là où, au niveau de Joël Aïvon, par rapport à ce qui est reproché, 10 ans et 45 millions, c'est conforme à la loi. Maintenant, Mme Rekia Madougou, qu'est-ce qui a causé 20 ans et 50 millions de francs CFA. Voilà, donc c'est les 20 ans qui sont, comment l'appelle-t-on, on l'a peut-être considéré comme la tête pensante. Oui, mais la loi ne dit pas 20 ans, c'est 10 ans qui est prévu, puisque même l'acte n'a pas été commis et choses. Donc, voilà quelques griefs qu'on peut apporter aujourd'hui. Sinon, tout le monde savait de toutes les façons qu'on irait un jour au jugement, et le jugement a été rendu. Voilà. On a vu cette dame, Rekia Madougou, comparaître. Elle a dit tout au long du procès hier qu'elle n'était pas coupable. Elle a tenté de justifier sans convaincre la Cour. Est-ce que vous êtes aussi de ceux qui pensent que cette criette, finalement, n'était qu'une cour aux autres? Elle a eu à démontrer cela, d'abord en rappelant son passage à la tête de la justice béninoise au temps de Yaïboni, où elle s'est battue pour l'indépendance de cet organe, chose judiciaire, pouvoir judiciaire, en clamant n'avoir jamais eu à la solliciter pour un cas concernant un membre du gouvernement auquel elle appartenait, et qu'elle reconnaît cette fois-ci que sa détention a été instruite par le ministre de la Justice. Ça veut dire que quelque part au Bénin, le pouvoir judiciaire a accepté aujourd'hui se faire dominer par le pouvoir, d'où ça rompt la démocratie. Et à l'entendre hier, j'ai eu à faire deux observations. Une venait de Pascal Blaise où on dit « Personne ne parle en votre présence comme il en parle à votre absence ». Et que l'union qui est entre les hommes n'est que fondée sur une mutuelle tromperie. Pourquoi je dis cela? Parce que il faut voir, tout provient de son union avec le sieur Gbadamassi, qui était venu et qui voulait vraiment qu'elle se présente, d'après ce qu'elle a déposé comme plaidoirie hier, et qui, entre-temps, a changé de veste pour pouvoir monter un mensonge machiavélique contre elle. C'est d'où même est sorti les 15 millions et les 70 millions dont elle fait l'objet aujourd'hui, parce que ce monsieur avait demandé 250 millions pour son travail et qui n'a pas eu. Ensuite, quelque chose aussi m'a intéressé, c'est une observation bien faite par un des journalistes, Julien Kandé-Canson, qui à un moment donné a dit que quand elle parlait, au lieu d'écouter ce qu'il disait, il observait la dame Madougou. Et il disait, la souffrance n'a pas pu corrompre son moral. Et que, avec sérénité, lucidité, tranquillité, elle répond avec élégance. Elle est à enseigner. C'est-à-dire que c'est une dame qu'on doit prendre comme modèle et enseigner dans nos sociétés. Parce que quand vous ne vous reprochez rien et que la Cour veut vous faire noir, il faut aller avec une élégance pour démontrer tout ce que vous savez faire. Et c'est ce qu'elle a fait, en même appelant le président de la Cour à se rendre compte qu'elle se battait pour l'émancipation de la femme et même de sa fille, qui un jour nourrirait l'ambition d'intervenir à un haut niveau de l'État. Donc je ne peux pas ne pas dire que la Cour là, entendre ce qu'elle a dit, était mise en place juste pour l'empêcher d'assouvir à une ambition qui était de devenir chef de l'État. Mais quand on a suivi ces deux procès, professeur Joël Aïvon et Rekia Madougou, est-ce que finalement, vous pensez qu'aujourd'hui, le Béninois lambda parvient à la conclusion que ces deux ont été coupables d'avoir voulu attenter à la sûreté nationale?
Oui, vous avez posé une question à Kofi Kantom. Oui. En fait, vous savez, on ne peut jamais avoir raison devant une justice politique. Quand une justice est braquée politique, quelles que soient les preuves, quel que soit le talent des avocats, on peut encore aller réveiller Maître Vergès. Parmi ces avocats, il y a le vétéran Robert Dossou, c'est pas n'importe qui. Ok, d'accord, ils ne pourront rien. Parce que voilà, maintenant, convaincre, oui, parce que, vous savez, Madame Ricky Amadougou surtout... Oui, parce qu'en fait, l'objet du procès, c'est de démontrer pour, en tout cas, le parquet, la culpabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, on condamne à 20 ans, mais le Béninois lambda peut dire, au regard de ce qu'on a suivi, ils sont vraiment coupables de cela? On a suivi 2 Béninois. Il y avait un qui pratiquement était convaincu et l'autre qui doutait. Donc, c'est les 2 Béninois qu'on avait eu à écouter. Maintenant, quant à nous, qui voyons, qui analysons de l'extérieur, parce que quand vous rentrez dans le fond, c'est-à-dire par rapport même à la ligne de défense auquel Madame Ricky a opté, même cette déclaration, parfois, je peux dire que vont à l'encontre de sa défense. Parce que lorsque elle dit avec certitude et affirmation que les Béninois, sinon elles, sont placés sous Pegasus, et si vraiment ils sont placés sous Pegasus, ça veut dire que tout ce qui a été concocté comme preuve, élément de preuve et autres contre elle se justifie. Parce qu'on le reste souvent, on le reste surtout, voilà, détecté dans ces échanges et autres. Mais quand également il parlait de l'affaire Kérékou, parce qu'il y a un fils Kérékou qui était venu la voir au Togo, quand elle dit venir, chez elle au Togo, d'accord? Et pour qu'elle plaide auprès des chefs d'État de la sous-région pour que la maison de leur papa ne soit pas démolie. Ricky Amadougou est qui pour plaider auprès des chefs d'État de la sous-région. Ça fait partie des éléments pour lesquels on les prend comme des gens potentiellement dangereux et qui peut faire un coup d'État. Parce que quand vous avez... qui est introduit dans les palais, elle a soigné les certitudes dans beaucoup de pays. Oui, ben c'est ce que je dis. Si elle a cette envergure-là, où elle rentre dans tous les palais et autres, et elle peut convaincre les autres chefs d'État à faire pression ou bien à négocier auprès de Talon pour que la maison du vieux Kérékou ne soit pas de tout, c'est qu'elle a un certain pouvoir. Est-ce que vous voyez? Alors que c'est ce que, dans nos pays, on n'aime pas voir quelqu'un aussi qui est puissant. Et on a vécu tout le temps, lorsque la frontière nigériane était fermée, on a senti même à une période que c'était destiné à étouffer disons, l'économie béninoise. Donc, qu'est-ce qui dit que ce n'est pas... Au fait, c'est cette déstabilisation qui ont commencé que le Nigeria, par exemple, parce que dans ces conversations qui ont fuité maladroitement, mais il s'est révélé que les chefs d'État de la sous-région, en citant certains noms, ce qui révèle de la discrétion des chefs d'État, se retrouvent sur les réseaux sociaux et qui ont vraiment mis le pouvoir béninois aux aguets, voilà, mal à l'aise, et qui disent, ah, mais si telle dame a cette puissance-là, alors là, il faut la mettre hors d'état de nuire. Et malheureusement, comme je l'ai souvent dit, on ne peut pas rester ici et voir. Nous tous, on regardait comment Talon s'était préparé pour aller seul pratiquement aux élections. Talon s'était préparé pour aller seul aux élections. Et ils ont mis toutes les lois en branle en modifiant les modalités de dépôt de candidature jusqu'à cette fameuse caution où qu'il fallait avoir des élus, choses, les parrainages. Les parrainages, elles ne pouvaient pas les voir. Et ils ont déposé le dossier sans parrainage. Ils ont déposé le dossier, ça veut dire que ces dossiers sont irrecevables. Tant que la loi là existe, soit vous passez par cette loi, vous arrivez aux élections et vous gagnez et vous modifiez la loi. Mais tant que c'est cette loi que vous n'avez pas pu vous présenter, vous êtes allé, on ne peut que rejeter la candidature. Donc c'est ça. Donc quand vous prenez la défense, même dans les propos,
de Madame Rekia Madougou. Il a dit, elle est sortie comme une Amazone, n'est-ce pas, pour affronter une cour qui, on ne peut que faire, disons, le match vu devant la cour, n'est-ce pas, peut-être pour marquer l'histoire. Kofi Kanitom, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de personnes au regard de ces deux procès qu'on a eu dans la semaine qui ont le sentiment qu'il y a un véritable recul démocratique au Bénin. Sentiment, vous le partagez aussi? En fait, c'est évident. J'allais même aller pour dire un peu par rapport à ce que mon copanéliste vient de dire, que il est vrai qu'il y a plusieurs manières de traiter les affaires au monde. Mais quand on va, par exemple, du côté du plaidoyer, on cherche à voir qui peut avoir d'influence sur qui et par qui on peut passer pour pouvoir amener l'autre à pouvoir satisfaire à un besoin donné. Donc si Madame Madougou a été connue comme capable, après tout ce qu'elle fut au Bénin, d'approcher certains chefs d'État, et qu'elle autre ne peut pas affronter talon de face à face, on peut recourir à elle pour qu'elle puisse amener des chefs d'État à pouvoir user de leur relation avec les chefs d'État pour régler un certain nombre de problèmes. Par exemple, le cas du fils de Kérékou. Donc je pense que dans le cas du plaidoyer, ça peut se sentir très bien. Mais je disais tantôt que du commun du mortel, ce que nous avons vu, c'est comme si, entre-temps, la justice béninoise était rattachée au pouvoir et perdait sa crédibilité. Et quand on perd la crédibilité, ça veut dire que l'appareil démocratique commence à souffrir de quelque chose. Donc, beaucoup de personnes pourraient soupçonner que réellement, toute la démocratie qui était enclenchée au Bénin vient d'être perdue. D'abord, à partir du moment où le chef de l'État a tout fait pour se trouver seul candidat à chose autant autour des autres, les maires qui étaient élus grâce à des manipulations, des manœuvres que nous avons connues, et ce qui même était également la base de ce qui disqualifiait la dame Madougou. Mais elle a pu dire quelque part au cours de son procès que entre-temps, elle avait réuni un certain nombre de maires qui devaient la parrainer et qu'il était connu de talon. Et que même le sieur Wadamassi était venu lui dire que le président avait convoqué l'ensemble de ses maires et leur avait demandé s'il y avait certains qui devaient cautionner les opposants. Et certains vraiment s'étaient prononcés pour elle. Et c'est pourquoi même la liste de parrainage a été bloquée à un niveau donné. Donc ça veut dire qu'il y a des faits qui aujourd'hui démontrent qu'il y a un recul, un vrai recul de l'appareil démocratique au Bénin. Il n'est plus cet appareil comme nous l'avons connu du temps de Kérékou, du temps de Yahi Boni. Et vraiment avec l'avènement Talon, c'est comme quelque chose ne va pas et tout semble à être refait pour que les partis politiques, le multipartisme puissent avoir le droit. Ce qui aussi m'a intéressé, c'est des déclarations de la dame Madougou qui démontrait à la Cour qu'on ne peut pas être terroriste et paraître devant le public dans des meetings. Et elle a même cité que quand vous financez, par exemple, de ces clics de terroristes, de djihadistes, tout comme les Boko Haram, les djihadistes, les terroristes, il vous est difficile de vous paraître devant et de comparaître devant le public et de démontrer que c'est vous qui financez ceci, c'est vous. Donc si elle autre, à un moment donné, comparaissait devant le public, menait des meetings, ça veut dire qu'elle se disait être loin des accusations qui sont portées sur elle. Donc, vous voyez, nous, on n'était pas là, effectivement, et puis je me disais hier que si j'étais dans si je pouvais être Dieu un seul instant, je serais dans le cœur des gens pour voir ce que ressentait et le président de la Cour d'hier, parce que quand en face de certaines choses, on t'interpelle, on te démontre, et que toi-même tu sais que ce que tu es en train de dire
hein, n'est pas la vérité. Et quand, par exemple, tu es interpellé, Madame Madougou, et qu'on te met face à certaines choses que toi tu as commises et que ton cœur ne se comporterait pas comme elle se comporte dans le truc. Malheureusement, nous ne sommes que des humains, on ne pouvait pas voir ce qui se passait. Alors, dernière question pour quitter le sujet. Est-ce que vous pensez que ces condamnations, 10 ans de prison, 20 ans de prison, un des avocats de Madougou disait que c'est toute une vie qu'on leur enlève. Vous pensez que c'est la fin du parcours ou bien on peut espérer un geste de clémence du président Talon? Oui, c'est maintenant que les grandes négociations vont commencer. Entre-temps, Boni Aïe et Talon s'étaient vus, mais malheureusement, la dernière fois, je pense que Talon avait invité les anciens présidents à l'accompagner en France pour, je crois, récupérer les biens volés par l'Occident, les autres, mais je crois qu'ils avaient décliné l'invitation. Je crois que déjà même, là-bas même pouvait se négocier déjà certaines choses, parce que tout le monde veut l'honneur en matière de pouvoir. Boni et Talon aujourd'hui a le pouvoir, il veut l'honneur. Il veut que les autres le reconnaissent qu'il est vraiment un président de tous les Béninois et leur président. Donc ils ont raté le coach là-bas. Dire que le Bénin, est-ce que c'est un recul démocratique ou chose? Et, vous savez, c'est le temps qui souvent laisse vraiment les vrais jugements. Et on le disait il y a quelques mois, quand Tshisekedi était arrivé, le jeune Tshisekedi, tout le monde disait qu'il n'était pas chose, un garçon de chambre de... comment vous l'appelez, Kabila, mais pas le temps. Voilà. Et aussi, c'est par rapport à ça aussi que vraiment les observateurs, les historiens se disent que vraiment son papa, c'était Étienne ça. Et Tshisekedi vraiment faisait une lutte démocratique parce que à un moment donné, sa lutte a continué, ça ne s'est pas arrêté. Maintenant, Bénin, vous savez, de loin, on a toujours vu que le Bénin, c'est un exemple parce qu'il y avait des chefs d'État, bon, ce que nous appelons toujours l'alternance, des chefs d'État qui se suicidaient. Mais il y a aussi beaucoup de copinage autour de ces successions. Rappelez que Yahi Boni même avait failli brûler ça. Parce qu'à un moment donné, Yahi Boni avait la malencontreuse ambition de vouloir continuer. Et il était en train d'essayer, mais les Béninois à l'époque étaient vraiment aux aguets et ont pu l'arrêter dans son élan. Et c'était sous Boni que Talon avait été beaucoup massacré jusqu'à la dernière minute où finalement il est venu et il a pris le pouvoir. Est-ce qu'il est en train de faire sa revanche? Bon, je ne sais pas. Mais est-il que la démocratie béninoise, de loin, on dirait oui, démocratie, mais dedans, il y avait démocratie de l'argent, il y avait le copinage, et aujourd'hui, Talon a tenté de couper beaucoup de cordons, surtout en matière de copinage. Je vous ai dit ici que au Bénin, il y a des gens qui étaient en politique depuis, parce qu'ils sont en politique, ils percevaient des redevances ici et là. Il y avait des gens, parce qu'ils sont des politiciens, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas de l'eau. Ils ont des primes et tout. Donc aujourd'hui, c'est en train d'être coupé. Je dis, c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, au moins, on sait que l'argent et la force ont changé de main. D'accord? Ça va changer encore du jour au lendemain parce que Talon n'est pas éternel. Qu'on le veuille ou pas, c'est une démocratie. D'autres le diront à l'africaine. Voilà. On va passer maintenant au second sujet, c'est le Burkina Faso. Burkina Faso, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré s'est débarrassé de son premier ministre. La situation devenait un peu intenable après la mort d'une cinquantaine de gendarmes dans un poste avancé à Kaya. La situation sociale devenait donc intenable, comme je le disais. Eh bien, le président de la République a pris ses responsabilités, a limogé le premier ministre burkinabé et a nommé un nouveau premier ministre à sa place. Je voudrais qu'on puisse revenir sur cela. Les premiers ministres, on le sait généralement, au niveau des républiques, ce sont des fusibles. C'est juste cet instrument que Kaboré a utilisé pour... Il a sauté le fusible, simplement, pour contenter un peu la rue, c'est ça?
C'était prévisible qu'il devait être sauté, puisque lorsque le problème de Inata s'est produit avec 53 gendarmes qui sont morts et 4 autres civils, la population n'était pas du tout contente. Elle est même descendue dans les rues pour demander son départ. Parce qu'il y avait beaucoup d'accusations de maladresse causées par ce gouvernement, et au titre de ces maladresses, il y avait les conditions de vie qui étaient réclamées par ces gendarmes qui n'arrivaient jamais et qui fragilisaient ce corps-là pour lutter contre la sécurité qui se détériorait de jour en jour. Donc, il était normal qu'on puisse trouver rapidement, puisque l'accusation portait sur tout le gouvernement, pas tout le gouvernement, mais toute tout ce qui dirigeait le pays, à tête de quel il y avait le président Marc Kaboré. Donc, lui également, pour ne pas s'accuser, devrait dire que, ah voilà, je suis entouré avec des gens qui ne travaillent pas très bien, donc je vais les démettre, maintenant je vais reprendre les choses en main, et c'est ce qui a été utilisé. Je pense que même cette discussion aurait été allée très loin, puisque c'est le Premier ministre lui-même qui a donné sa démission et qui a été repris pour être limogé. Bon, c'est en politique, hein, limogé anti-griffe. Ce qu'il a lieu de faire maintenant, c'est d'attendre maintenant la nouvelle équipe pour voir si effectivement la menace sécuritaire qui plane sur le Burkina Faso va commencer par être rattrapée, et comme ça on saura si c'était le gouvernement qui manquait à ses obligations, ou bien c'est tout l'appareil de gestion de l'État burkinabé qui a des problèmes. Hein, donc il a sauté le fusible, mais encore il y a assez de fumée pour qu'on puisse dire que c'est effectivement la défaillance du fusible qui faisait que la menace sécuritaire au Burkina était encore très élevée. De toute façon, la rue, ça commençait par grogner, et à un moment donné, on se disait que ça ne pouvait plus rester comme ça, on ne pouvait plus rester insensible à cette situation, Francisco. Oui, au fait, vous savez, il faut faire quand même une petite métaphore entre ce qui se passe au Burkina et ce qui se passe à Barça aujourd'hui, où on change seulement d'entraîneur, on parle de l'entraîneur, alors qu'il y a la tête du poisson qui est là, qui est pourrie, et il y a la queue. Il y a un problème sur le terrain, d'accord, et on pense que c'est le coach. Et c'est la même chose au niveau, je crois, au niveau du Burkina, où Kaboré pense que c'est le Premier ministre qui n'est pas efficace, alors que les problèmes sont immenses. Vous savez, Kaboré, je peux dire, peut-être que il a mal calculé pour son second mandat. Il avait fait un premier mandat, le second peut-être, vu comment les choses avaient commencé, puisque on se rappelle qu'un peu avant les élections 2020 qui l'ont reconduit, bien c'est en 2020, 2020, et en 2018 ou 2019, il y avait un esprit de réconciliation, ou bien un esprit de Blaise Compaoré et sa troupe de revenir au pays. Et ça avait fuité par des courriers et qui avait été adressé, un courrier qui avait été adressé à Kaboré, mais on a balayé du revers de la main ces courriers-là. Mais au fil du temps, quand vous voyez comment cette histoire de djihadisme, de tuerie, s'amplifie, et lorsque vous suivez le développement de l'avocat français de Blaise Compaoré, ses raisonnements pour ne pas aller à l'audience, en procès, et aussi à parler de l'insécurité au Burkina, on a l'impression que tout tourne autour de Blaise Compaoré, parce qu'on lui a refusé de rentrer au pays, et alors il faut brûler le Burkina. Donc c'est l'impression que ça donne. Donc Kaboré a fait un premier mandat, il aurait pu peut-être le second mandat
essayer une approche comme justice et réconciliation et faire entrer peut-être les Blaise, parce qu'aujourd'hui tout le monde est en train de crier que Blaise, bon, si Blaise était là, si les Djibril Bassolé, si le général Djendéré, si ils étaient là, ça irait autrement, parce que c'était les hommes de sécurité de l'époque. Puisque ce qui se passe au Burkina, ce n'est pas forcément les djihadistes, parce qu'il y a beaucoup de groupes d'autodéfense au Burkina. Ouais. Et entre des communautés, il y a beaucoup d'affrontements également qui se passent. Donc, voyez-vous, c'est complexe ce qui se passe au Burkina. Il faut que ça soit vraiment bien diagnostiqué pour qu'on ne nomme pas un gouvernement qui viendra alors que les choses vont continuer. Vous-même, vous avez vu qu'en temps, il avait sauté ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, ça n'a rien donné. Mais lorsque vous faites un rapprochement entre ce qui est en train de se passer au Burkina et vous remontez un peu en Guinée avec Mamadi Doumbouya, vous savez qu'eux aussi, c'est pas qu'ils sont à l'abri du djihadisme. C'est pas qu'ils sont, la Guinée n'est pas à l'abri, c'est pratiquement tous les pays là et qui s'entourent là-bas. Donc, lui aujourd'hui, il a pris l'option, d'accord, Alpha Condé ne fuit pas le pays, il ne quitte pas, quand bien même ses frères, ses compères, présidents ont tout fait pour l'extirper du pays. Il a dit, il reste mieux encore. Il lance l'appel à Dadis Camara et à, comment il s'appelle, Sékouba Konaté, de rentrer au pays pour que les choses se règlent. C'est pourquoi lorsque une certaine communauté internationale, à la tête la CEDEAO, est en train de bousculer pour qu'on organise rapidement des élections, et je dis que c'est peut-être eux qui sont les problèmes de nos pays. Voilà. Alors maintenant, Christophe Dabiré est limogé rapidement, je pense 48 heures après, le président Kaboré a nommé Lansina Zerbo. Alors, avec Christophe Dabiré, c'est quand même tout le gouvernement qui tombe. Et pour Kaboré, il fallait aussi donner un signal aux populations qui réclamaient des actions. On ne pouvait pas non plus rester insensible. Donc, il limoge le gouvernement. Peut-être qu'il va mettre une nouvelle équipe en place qui ferait mieux. Oui, ben, c'est ce que nous sommes en train de dire, que le match vient de commencer, un nouveau match vient de commencer, et nous allons voir ce que ça va donner. Parce que en réalité, ce n'est pas ce que la population réclame. La population réclame un peu plus de sécurité pour le pays, parce que les événements qui se succèdent frisent la tombée même du Burkina dans un non-contrôle, parce que la grande majorité... Est-ce qu'on n'y est pas déjà... Que le pouvoir ait perdu totalement le contrôle de la situation? Bon, au fait, disons que quelque part, les grandes villes sont encore sécurisées, mais il y a... Non, mais n'oublions pas qu'il y a quelques années, il y a eu des attentats à Ouagadougou. Ça s'approche, et puis malheureusement, ça a évolué vers un coup d'État. C'est tout comme ce qui s'est passé. C'est une crainte, c'est une crainte pour le Burkina. Pour que ça bascule encore et que cette démocratie soit effritée complètement. Il faut aussi dire que il a abordé un tout petit peu le toile de fond aussi pourrait être Blaise Compaoré. Parce que quand Blaise Compaoré a été limogé, bon pas limogé, a subi renversé, le coup d'État, et il a subi le coup d'État, il a eu une déstructuration de l'appareil sécuritaire. Il n'a pas subi un coup d'État, hein? C'est la rue qui l'a envoyé. La rue l'a envoyé, c'est au coup, parce que au départ des militaires, si les militaires n'étaient pas aussi intervenus, ils ne seraient pas partis. Donc il faut se dire, puisque quand on l'avait renvoyé, il était revenu en force, mais malheureusement il a senti que la pression et de l'armée et de la rue était tellement grande, et puis il était parti. Donc ça a déstructuré un tout petit peu l'armée, qui à un moment donné, craignant d'abord ce qui arrive là, c'est plutôt mobilisé pour défendre le pouvoir et à laisser peut-être des djihadistes s'infiltrer dans le pays et s'installer et régner jusqu'à cette date. La deuxième chose qu'on puisse voir, c'est que de loin, Blaise Compaoré a la capacité, à partir de tous des hommes de rang qu'il
à qui il faisait confiance, il peut et puis aider par ses confrères présidents qui l'ont toujours aimé et puis ceux pour qui il avait joué de bons rôles, pourrait par exemple l'aider et puis équiper des gens pour pouvoir créer assez de frayeur dans le pays pour que tout ce que Kaboré est en train de faire ne soit pas bien ressenti et que la population puisse se soulever contre lui et le renvoyer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, il y a également que les jeunes du Burkina tiennent un héritage de Thomas Sankara en matière de comment dirait-on, de vertu politique, de vigueur politique, et qu'ils sont prêts à pouvoir s'engager et à défendre d'une manière ou d'une autre leur parti à un moment où ils trouvent que quelque chose ne va pas. Et aujourd'hui, ils sont là et ils constatent qu'il y a une menace qui arrive et que l'incapacité de ceux qui sont là à pouvoir contenir cette menace les oblige aujourd'hui à se prononcer contre son départ. Et lui, ayant senti le danger venir, il se dit, bon, au fait, si je me dis que c'est ceux avec qui je travaille qui ne font pas l'affaire et que je les renvoie, je les change d'autres, peut-être qu'on aura plus de chances de contenir. Est-ce que ceux qui viennent maîtrisent ce qui se passe dans le pays? Est-ce qu'ils pourront arriver à mettre de côté cette menace et pouvoir servir au peuple la tranquillité à laquelle ce peuple aspire? C'est ce qu'on a toujours dit, que si vraiment Blaise aimait ce pays qu'il a dirigé pendant longtemps, mais si c'est vraiment lui qui est derrière cette histoire, il aurait pu proposer autre, c'est-à-dire que son service pour, n'est-ce pas, défendre. Il avait écrit une fois pour proposer. Oui, ça n'a pas été. Je pense que c'est le moment encore de le rappeler. Si Kaboré ne voit pas qu'il va pouvoir envoyer des émissaires, mais qu'il le propose encore et que le peuple burkinabé le sache que j'ai proposé encore, on a refusé. C'est aussi une bonne chose. Puisque au départ, il avait vraiment manifesté son désir de revenir et puis d'aider le Burkina à contenir. Voilà, là où nous sommes, si par exemple le Mali arrive à ficeler ces relations de lutte véritable contre le djihadisme, donc avec peut-être les troupes russes, ça veut dire que les djihadistes vont descendre, n'est-ce pas? Ceux qui vont aller en Libye vont retourner, mais beaucoup vont descendre vers le Burkina et vers le Niger. C'est-à-dire qu'on a à trouver une solution globale à cette histoire de djihadisme dans ces pays-là en même temps. Quand Idriss Déby tombait, on avait appris entre-temps qu'il y avait des factions militaires du Tchad qui voulaient le renverser et appuyés par la France, ils se sont réfugiés en Libye et ils devaient aider Haftar. Mais entre-temps, quand il y a eu un semblant de rapprochement, il n'avait plus de place où s'installer, il ne pouvait pas revenir au Tchad, donc il cherchait de territoire. C'est pourquoi je parlais tantôt de la déstructuration de l'armée qui a fait que des gens étaient plus focalisés à défendre le pouvoir et ont laissé le pays. Peut-être que ces éléments-là sont venus et se sont implantés. Aujourd'hui, tel que tu le dis, si vraiment le Mali aussi devrait arriver à pouvoir assainir son territoire, des entrées sur là, c'est sûr que des gens, en cherchant là où c'est plus facile de venir s'installer, ils viendront s'installer au Burkina. Vous m'avez tendu une belle perche en parlant du Mali tout de suite. C'est le prochain sujet, le Mali, donc, où une dizaine de casques bleus togolais a trouvé la mort. C'est dans une explosion dans la zone de Bandiagara, dans la région de Mopti, au centre du Mali, où au moins 7 casques bleus togolais ont été tués dans l'explosion de leur véhicule. Cette explosion a fait également 3 blessés graves. Certaines informations annoncent que ces 3 blessés auraient également succombé, information dont on n'en a pas encore la version véritablement confirmée, mais ces soldats de la mission de l'ONU au Mali faisaient partie d'un convoi logistique de la MINUSMA qui se rendait à Sévaré. Leur véhicule a heurté un engin explosif. Francisco Nampokura, c'est ce qu'on dit. Voilà encore une lourde perte pour les pays contributeurs à la mission de l'ONU. Oui, une très 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 grosse perte pour un pays comme le Togo.
perdre en un seul coup 10 éléments, parce que ceux qui sont blessés graves sont blessés graves, et c'est des gens aussi qui, je le dis souvent, sont souvent impactés et à vie, parce que souvent ce qu'on retrouve c'est que invalide. Ce qu'on retrouve c'est que dans nos pays, quand on finit de faire les premiers soins et puis on ramène les gens au pays, ils deviennent disons les charges de leur famille. Parfois on ne dirait même jamais qu'ils ont servi un pays, ils ont servi une cause. Et cette histoire de force onusienne, et je suis à un moment donné totalement à un contre, même si l'adage dit que lorsque la case de votre voisin brûle, il faut l'aider à voilà. Sinon, l'aide qu'on est en train d'apporter, l'aide ne trouve pas d'efficacité. Surtout cette aide internationale peut être basée sur le bénévolat, parce que les gens disent qu'ils ne gagnent rien là-dedans. Donc, et cette aide n'apporte pas d'efficacité. Et tout à l'heure, je le disais que si le Mali arrivait à s'entendre avec les troupes, pour dire mercenaires russes, peut-être que ça va arranger la situation. Parce que quand on voit aujourd'hui au niveau de la Centrafrique, on ne parle plus de rébellion. On ne parle plus de rébellion au niveau de la Centrafrique, alors que cette rébellion était déjà à Bangui. Donc, c'est avec les mêmes troupes, Wagner ou quoi, qu'ils pillent le pays ou pas. Au moins aujourd'hui, les gens ont la paix. Et je ne sais pas comment, comment la France de Charles de Gaulle appelait les tirailleurs sénégalais. Lorsque toute l'Europe était en ébullition, Hitler a mis toute l'Europe en déroute. Même le général Charles de Gaulle a quitté pour venir rester peut-être en Algérie, je crois. Mais à l'époque, on avait ramassé nos vaillants soldats ici, nos grands-parents allaient lutter pour sauver l'Europe, pour sauver la France. D'accord? Je ne sais pas quel nom on leur donnait. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, un pays responsable qui choisit que voilà, c'est celui-ci qui va... en qui j'ai confiance, nous avons déjà essayé l'autre depuis longtemps, ça ne marche pas, il faut qu'on le laisse faire. Sinon nous allons perdre seulement des vies comme ce qui vient de se passer. 10 soldats togolais, et on sait ce que représente une personne, un fonctionnaire, qu'il soit mal payé ou bien payé, ce qu'il représente pour une famille. Si vous permettez, on va marquer donc la pause, le temps de suivre ensemble le journal, et puis on reviendra dire encore quelques mots sur le Mali.